Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Alors, on va attendre quelques petites minutes avant de commencer, le temps que tous les inscrits arrivent. Vous avez été plus de 100 écoles à vous inscrire à ce webinaire, donc on est très très content puisque ça montre l'intérêt pour cette thématique. En attendant tout le monde, on va juste profiter pour préciser peut-être quelques petites règles pour ceux qui connaîtraient pas forcément l'outil Livestorm. C'est vraiment très simple. Vous avez sur la droite un petit bandeau blanc sur lequel vous voyez normalement un onglet chat et un onglet questions. Euh, c'est là où vous allez pouvoir interagir avec nous, nous poser des questions. C'est ça qu'on veut vraiment aujourd'hui. C'est vraiment l'idée. C'est le point très très important. Comme ça, au moins, on pourra rebondir dessus et échanger avec vous et répondre à ces questions. Donc voilà, vous avez un petit onglet de chat et merci pour tous les bonjours. Et puis sur l'onglet questions, si vous avez des questions que vous souhaitez poser à nos intervenants, n'hésitez surtout pas. On est là pour y répondre. C'est vraiment l'objectif, c'est que ça soit le plus interactif possible. Voilà, donc il est 11h01, on va essayer de se laisser 11h03 aux alentours pour démarrer. Et puis on sera parti pour une petite heure. L'idée, c'est de vous libérer à midi, que vous puissiez aller manger, peut-être en terrasse, dans les restaurants qui ont réouvert, du moins on l'espère. Et puis voilà, et comme ça, on essaie de finir ça avant midi. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour Edouard. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur la conversion des étudiants, ça va être vraiment la thématique. N'hésitez pas à commencer à les mettre. Comme ça, peut-être potentiellement un de nos intervenants pourra aborder ce sujet dans sa partie et ça va être intéressant. Allez, 11h03, 11h04, eh ben on va commencer. Donc bonjour à tous ceux qui viennent juste d'arriver. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on organise ce webinaire. La période, elle est vraiment propice justement au changement. On s'est dit qu'il était temps de vous partager toute l'analyse que nous avons fait du secteur et surtout avec les 12 derniers mois qu'on a vécu, que vous avez vécu et qui sont pas forcément faciles. Alors, on le sait, le marché de l'éducation eh bien, a ses particularités et on voulait vraiment partager ce que nous avons trouvé, tout simplement pour vous aider plus facilement à cibler justement et à convertir l'année prochaine. Euh, alors, l'objectif de ce webinaire, il est très simple, c'est faire exploser votre conversion de prospects étudiants et donc forcément de candidatures. On veut vraiment que la rentrée de septembre 2022 eh bien, soit un vrai succès pour vous et on veut vous partager notre expérience. Ça sert à rien de toujours avoir encore plus de prospects si on ne sait pas comment les convertir.
ou du moins optimiser la conversion au maximum, parce que ça pourrait être toujours ça l'objectif, de se dire je vais aller chercher encore plus de prospects, encore plus de prospects, encore plus de prospects. Mais à un moment donné, il faut aussi se poser la question, est-ce qu'on peut pas travailler déjà avec la base de prospects qu'on a et faire en sorte que la conversion soit la plus efficace possible. Et ensuite, une fois qu'on a vraiment amélioré cette conversion, et ben à ce moment-là, on pourra, une fois qu'on a optimisé ce funnel de conversion, se dire on va aller ouvrir justement les vannes et on va aller chercher encore plus de prospects puisque notre travail, notre funnel a déjà été optimisé. Et à ce moment-là, on sait qu'on est vraiment efficace. Donc, on est là pour donner un maximum de valeur à ces 1 heure que vous avez voulu nous consacrer sur ce webinaire. Et l'idée, c'est de pas vous faire perdre votre temps. Donc, ça va être ultra concret, dense, avec des exemples. Et donc, je vous invite à prendre de quoi noter, puisque des fois, on fait défiler des stats et le rythme peut être un peu soutenu. Donc, voilà. Alors, on va commencer avec la présentation des intervenants. On a la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui Florent de l'école Junia, très belle école d'ingénieurs que je suis sûr vous connaissez tous et qui témoignera justement des changements qu'ils ont pu vivre au sein de leur école et nous donnera ses conseils aussi pour s'adapter à la crise que nous vivons. Alors bien sûr, c'est ses conseils, c'est son point de vue et c'est très bien de recevoir ça. On peut tous avoir des avis divergents, mais c'est bien d'avoir cet échange avec des professionnels qui sont sur le secteur et qui vont nous donner vraiment leur analyse. Ensuite, on a également le plaisir d'avoir avec nous Florence, qui représente du coup Oscar Campus CRM, qui est experte justement en Customer Relation Management. Et vous allez voir, cette partie va être passionnante car ils ont de nombreux clients dans le domaine forcément de l'éducation, si vous les connaissez. Et donc les jeunes, pour eux, c'est un métier. Ils connaissent vraiment ce domaine-là et ils savent vraiment comment optimiser au mieux la conversion. Donc, c'était normal de les avoir avec nous aujourd'hui. Et moi-même, Yves Perret, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fondateur de la solution de salon virtuel pour les écoles qui s'appelle Meet Your School, anciennement monsalonétudiant.com. On a changé très récemment puisqu'on a un nouveau positionnement beaucoup plus à l'international maintenant. Et cette solution, elle vous permet de bénéficier d'un outil en parfaite adéquation avec l'actualité pour tout simplement organiser simplement les journées portes ouvertes ou job dating d'école, tout ça en virtuel ou rendre hybride vos événements. On parle maintenant très souvent de phygital. C'est la fusion entre le physique et le digital ou hybride, hein, mais on y reviendra. Donc, chez Meet Your School, on a pour vocation d'accompagner les écoles dans ce que la crise nous a laissé, dans ce nouveau monde, ce que la crise nous a imposé. Et voilà, on veut aider les écoles à reprendre le contrôle de leur communication et recréer du lien surtout avec leur audience. Et en recréant du lien, on voit qu'on convertit beaucoup mieux. Alors, je voulais commencer avec une citation que j'aime beaucoup. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent, d'Albert Einstein. Et c'est vrai que l'idée avec ce qu'on a vécu, c'est que des fois, il faut savoir se poser et repenser ses façons de faire. Et comme vous le comprenez en filigrane en lisant cette phrase, on va vous inviter avec ce webinaire à changer peut-être votre façon de faire pour convertir vos prospects du mieux possible. Alors, on va attaquer déjà par une présentation très rapide du marché. Sur le marché, vous le connaissez tous, il y a 2,2 millions de jeunes lycéens. Il y a 3500 établissements publics et privés d'enseignement supérieur et on est à plus de 17 000 formations proposées, rien que sur Parcoursup. Donc, on constate en plus sur ce marché qu'il y a très peu d'évolution en termes de volume d'étudiants chaque année. Et donc, ces chiffres que vous voyez là, ça rend en fait le marché très concurrentiel et mature. Et donc, du coup, l'idée, c'est comment se différencier par rapport à ce marché qui est factuel. Alors, on voit déjà
Et un des outils que les écoles utilisaient souvent pour convertir, c'était les événements en physique. Et on se rend compte que ben c'est un peu, on est un peu dans la tourmente. Il y a eu une interdiction depuis plus d'un an. Il y a des règles sanitaires importantes maintenant pour la reprise. On nous demande un passeport vaccinal ou test PCR pour rentrer sur les salons. On sent qu'il y a peut-être un peu de peur aussi de la part des visiteurs, pas de tous, mais d'une partie de ces visiteurs habituellement. Donc la conclusion, c'est qu'on pense qu'il va y avoir une forte baisse attendue sur les prochains événements physiques. On a d'ailleurs quelques déjà exemples avec notamment le salon qui a eu lieu le week-end dernier à Paris, le salon Vivatech. Ils ont eu une chute très très importante de 80% de visiteurs en physique sur cet événement-là. Et heureusement qu'ils avaient mis en place une plateforme hybride pour accueillir les visiteurs en virtuel, puisque cette plateforme-là leur a rapporté plus de 114 000 visiteurs sur l'événement en virtuel. Mais voilà, aujourd'hui, un peu la sensation qu'on a, c'est que les événements en physique, eh ben, pour diverses raisons qu'on n'a pas encore trop bien analysées, eh bien, on sent que déjà le volume de rencontres en physique s'effrite. Sur ce salon-là, c'était drastique, hein, moins 80%. Donc, comment ça va se passer l'année prochaine? Eh ben, ça, c'est la vraie question que beaucoup d'écoles se posent et qu'on essaye d'accompagner du mieux qu'on peut sur ces événements-là. Donc, on sort d'une année chaotique, hein, c'est clair, on peut le dire. Mais aujourd'hui, il faut déterminer sa stratégie face au changement, en fait. Subir, c'est pas forcément l'objectif des écoles. Je pense qu'on est tous dans cette dynamique-là de se dire, OK, il y a une crise. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette crise? Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'écoles discutent qui attendent la fin de la crise pour se dire, bah, peut-être on reviendra sur un ancien modèle, ancienne façon de faire, etc. Et très honnêtement, j'y crois absolument pas. Je pense qu'il y a des habitudes qui ont été prises. Je pense qu'il y a des espérances, des façons de penser qui ont émergé. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut tout simplement s'adapter à la crise et à ce moment-là, prendre ses responsabilités, déterminer une stratégie très claire et justement accompagner le changement. Pas être contre le changement, mais accompagner le changement. Donc, nous, on ne croit pas du tout au retour à l'ancien monde. Et on croit forcément qu'il va y avoir ce côté un peu hybride de l'ensemble des événements, que ce soit sur les JPO, que ce soit sur les salons étudiants ou autres. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter les outils pour justement accompagner ce changement. Et ça va être vraiment possible si déjà à la base, on comprend qui est le persona. Donc, on va découvrir qui est ce persona. Donc, vous le savez, il a entre 17 et 22 ans, généralement pour les écoles, fin de lycée ou peut-être les bac plus 1, bac plus 2, faire un bachelor ou autre ou un master dans vos écoles. Donc, c'est à peu près cette tranche d'âge-là. Important, 66% de ces jeunes vivent en zone rurale, c'est-à-dire moins de 25 000 habitants. Ça représente 1,4 million de lycéens qui vivent en zone rurale et qui sont absolument pas familiers avec les événements physiques. Donc déjà, ça c'est important. Il passe en moyenne 4h50 par jour sur Internet. Il passe plus de 4 heures par jour sur son téléphone mobile. Il passe plus de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux. Et 53% d'entre eux ont trouvé leur future école via Internet. Donc ça, c'est important. C'est que leur future école a déjà été trouvée sur Internet. On a, sur de nombreuses études qui présentent la chose, montrent que le jeune préfère le digital au monde physique, préfère communiquer par chat avec tout ce qui se passe, les Instagram, Snapchat, etc., WhatsApp et compagnie, et il veut de l'instantané. Il y a des talks là-dessus sur ce sujet-là. J'ai oublié l'auteur, mais comme quoi le jeune aujourd'hui, avec tous les outils qui lui ont été mis à disposition, veut de l'instantané. Même dans la relation avec les Tinder et autres, on veut de l'instantané tout le temps. Et ça, c'est globalement, une fois qu'on a compris ça, eh ben, si on veut communiquer avec eux et si on veut convertir ces jeunes-là, eh ben, il faut s'adapter à leur façon de consommer. Et donc, c'est là tout l'enjeu. Et c'est là où nous, on souhaite vous apporter justement notre expertise.
Alors, en parlant des réseaux sociaux, juste un petit focus. Aujourd'hui, en fait, on pense que les réseaux sociaux, c'est juste pour du fun et autres. Mais en fait, 73% des jeunes utilisent les réseaux sociaux pour se renseigner. Donc ça, c'est important. Et 72% des jeunes de 16 à 18 ans n'utilisent pas Facebook. Donc, quand aujourd'hui certaines écoles se disent, moi je veux faire des lives sur Facebook, etc. Ok, très bien. Mais dans ces cas-là, c'est live Facebook, c'est juste pour 22%, 28%, pardon, 28% des jeunes au lycée. Vous ne souhaitez pas toucher les 72% autres. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que dans votre communication, il faut s'adapter à eux. Donc j'insiste vraiment sur ces points parce que et c'est fait exprès. Hein, c'est juste pour être sûr qu'on a bien compris sur quelle base on travaille pour ensuite être en capacité à mettre la bonne stratégie. Donc, je crois ardemment que le digital, ça va être l'opportunité de s'en sortir. Et l'idée, c'est de vous expliquer concrètement comment on peut mettre en place la meilleure stratégie de conversion pour les années qui arrivent. Alors, sujet, petite parenthèse sur l'addiction au téléphone de la part des jeunes. On est face à une vraie addiction de la part des jeunes au mobile. On pourrait polémiquer dessus sur le sujet de savoir si c'est bien, pas bien, etc. Mais c'est pas le sujet du jour en fait. Vous devez très certainement le voir au quotidien, dans les salles de classe, même à titre personnel, en famille, dans les repas de famille, quand il y a peut-être des cousinades ou autres, et vous voyez tous les jeunes de 15, 16, 17 ans qui se retrouvent autour d'une table, en fait, il y a des moments où ils communiquent même plus entre eux, ils sont tous chacun sur son téléphone. Bon, moi, je l'ai vécu à titre personnel dans ma famille, donc je vais pas dire que c'est une généralité, mais c'est ce qui ressort fondamentalement. Et globalement, en fait, ce qu'on souhaite vous montrer, c'est que si on veut communiquer, c'est communiquer là où les jeunes portent leur attention. Et donc, si l'attention des jeunes se porte principalement sur le téléphone, bien c'est là que le budget de communication, de marketing doit être mis en place. Donc, l'idée, c'est comment. Alors, la première étape, vous devez avoir un outil pour capter les leads si vous voulez les convertir. Parce que qui dit conversion dit que vous avez déjà un prospect, vous avez déjà quelque chose en main. Et donc, si on veut convertir, c'est vraiment la base déjà de partir de ce constat-là que vous devez avoir un outil pour capter. Donc ça, c'est important. Et là, vous vous dites, super, on a déjà un site Internet. Donc, site Internet qui est responsive, qui se met sur le téléphone. Mais pourtant, il y a un énorme problème, ou même il y en a plusieurs. Les jeunes, déjà, viennent prendre de l'info sans donner leurs coordonnées. Donc, comment est-ce qu'on peut les convertir ensuite? En offrant un site Internet, c'est très bien. Mais déjà, ces jeunes-là viennent et prennent de l'info et repartent, et vous n'avez pas moyen de traquer. Donc ça, c'est un premier point. Mais en plus, ils ne peuvent pas vous poser vraiment de questions. Et pour eux, ils veulent de l'immédiat. On a pu le voir. Ils ont conscience que votre site internet, en fait, c'est qu'une vitrine et c'est pas un outil d'échange. Sans la moindre interaction, des fois, on peut mettre un bot, etc. Mais le jeune, il veut vraiment aussi rencontrer de l'humain. Et pour rappel, comme on a pu voir, et c'est pour ça que j'ai commencé par cette slide-là du persona, les jeunes veulent de l'instantané et de l'interaction. Ce qu'un site vitrine aujourd'hui d'école ne fournit pas. Et ça, c'est important à prendre en considération. Le site Internet ne crée pas de lien avec le futur étudiant et n'offre pas de conseils personnalisés, alors que pourtant, c'est ce qu'il souhaite. Et on se rend compte aussi que sur un site Internet, en général, un jeune va rester 2 à 3 minutes. Et on est d'accord, je l'espère, que c'est absolument pas assez pour découvrir tout l'étendue de votre offre, tout ce que vous faites, tout ce que vous proposez, vos programmes, etc. Donc, en conclusion, le site Internet, il n'est plus adapté et il n'est plus suffisant pour répondre aux besoins des lycéens qui aimeraient tout simplement en savoir plus sur votre école et donc indispensable pour la conversion. Du coup, il n'est plus du tout adapté à ça. Alors, vous dire ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas, etc., c'est pas dans notre ADN. Non, l'idée c'est de rentrer vraiment dans les recommandations spécifiques pour justement et vous aider à faire exploser la conversion pour l'année prochaine. Donc, on est parti. Alors, en 1,
vous devez vous créer des événements virtuels pour convertir vos prospects. Pour rappel, 2 tiers des jeunes vivent en zone rurale, moins de 25 000 habitants. Donc ces jeunes-là, déjà, ils n'avaient absolument pas accès aux événements physiques par le passé, et ces jeunes-là, vous allez pouvoir les toucher. Vous devez créer des événements virtuels pour présenter votre école et donner envie de vous rejoindre. En fait, vous devez créer des événements éphémères, un peu à la stratégie VP, pour faire en sorte que si ça disparaît, le jeune doit se dire qu'il aura manqué des informations. Il faut créer cette notion de désir de l'événement qui ne dure qu'un temps en fait. Donc vraiment l'éphémère, parce que quand c'est éphémère, on a envie d'y aller, on a envie de s'inscrire. Et donc le fait de donner envie de s'inscrire à l'événement, vous allez avoir de la donnée, vous allez avoir email, téléphone, peu importe ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est que avec cette stratégie-là, vous allez vous créer vraiment une base de données que aujourd'hui votre site internet ne fait pas. Donc le nerf de la guerre, c'est vraiment ça, c'est la data qui va vous permettre tout simplement de retargeter votre cible et surtout prolonger la relation avec vos prospects pour les convertir. Parce que l'idée, quand on regarde, on touche d'abord les jeunes dans le digital, mais bien entendu qu'après, on va les rencontrer en physique. Bien sûr qu'on va les rencontrer. Mais il faut travailler ce funnel. Mais on peut aller beaucoup plus loin dans la recherche des prospects et aller beaucoup plus haut dans des cibles que nous n'avions pas l'habitude d'avoir par le passé. Moi, j'échange avec énormément d'écoles et une majorité d'écoles me disent que cette crise a été l'opportunité de voir qu'en fait, il y avait des façons de faire pour aller toucher des prospects qui n'étaient pas faits avant et qui sont très intéressantes. Donc en fait, il va falloir peut-être garder des bonnes choses de l'ancien monde et prendre des nouvelles choses de ce nouveau monde. Donc ça, c'est un point. Ensuite, le virtuel, ça va vous offrir la possibilité de donner de l'instantané. Faire comprendre aux utilisateurs que vous êtes présent et disponible pour échanger avec eux. On sait très bien que sur un salon virtuel, on peut échanger. On est là. Et c'est pour ça qu'il faut le faire de manière éphémère. C'est-à-dire que sur un site internet, c'est juste on donne de l'info, c'est à vie, à 2 heures du matin, on peut, etc. Non, un salon virtuel, vous êtes là pour rencontrer les personnes pendant un laps de temps donné et ce laps de temps, il y a une personne qui va pouvoir répondre. Que ça soit une personne de l'école ou que ça puisse être aussi des ambassadeurs, des étudiants. Et en conclusion, avec cette stratégie d'événements virtuels, vous êtes présent là où les jeunes sont, donc Internet, 4h50 par jour, ils passent. Vous communiquez comme ils le veulent, en instantané, ils veulent de l'immédiat. Et avec ça, vous allez faire vraiment exploser votre volume de prospects, puisque vous allez avoir de la base de données qui va vous appartenir, et vous allez pouvoir continuer l'échange. Donc, c'est fini les visites anonymes sur votre site Internet sans recevoir en contrepartie les coordonnées des jeunes. Donc, voilà, les événements virtuels vont être vraiment le début du canal de conversion. Et ensuite, on va voir ce qu'il faut faire. La deuxième chose à mettre en place, c'est faire fructifier cette base de données. Et ça, c'est très, très important. On pense qu'avoir la base de données, c'est une chose et on a tout atteint. Non, vous pouvez la faire fructifier. L'acquérir, c'est vraiment une première étape indispensable. Donc, il faut le faire. Mais ensuite, vous pouvez travailler pour faire grandir cette base de données. Déjà, vous pouvez mettre en place des parcours utilisateurs. Et ça, on va le voir beaucoup plus, je pense, avec Florence après, avec des outils marketing automation. Vous en avez plein qui existent pour tout simplement rentrer ces inscrits dans une relation dans une relation spécifique qui sera vraiment personnalisée avec des envois d'emails, de SMS très très personnalisés parce que c'est aussi quelque chose qu'ils recherchent vraiment. Mais plus important, vous devez mettre en place des jeux concours. Vous devez faire de la gamification lors de vos événements. On se rend compte que les jeunes, ils veulent du fun. Il faut rendre ça fun. Il faut que cet événement… Ah, on a perdu le PowerPoint, je pense. Non? Alors, hop. Je vais remettre le PowerPoint. Tac. Voilà. Est-ce que tout le monde le voit? C'est bon? Super.
Du coup, vous devez vraiment apporter du fun pour les jeunes. Un jeune qui s'est inscrit chez vous ben, a de grandes chances de connaître d'autres jeunes intéressés, en fait. Et donc, il faut les motiver à partager vos événements. Exemple, nous sur notre solution, on a développé une fonctionnalité qu'on appelle des ambassadeurs en version bêta. Elle va être juste vraiment parfaite pour nos clients dans l'augmentation du nombre de prospects, mais surtout aussi dans la gamification et le rendre fun de l'application. En gros, les clients de notre solution vont pouvoir mettre en place très simplement des jeux concours sur notre solution pour les prospects qui se sont inscrits à leur événement et les inciter à partager un maximum l'information. Il y aura par exemple un classement très joli en temps réel des prospects qui ont ramené le plus d'amis, le plus d'autres prospects à l'événement. Et le gagnant, eh ben, il peut gagner par exemple une petite carte cadeau Amazon. Mais imaginez 500 jeunes inscrits à votre événement et qui d'un coup se transforment en ambassadeurs et partagent avec un simple clic l'ensemble des informations, l'ensemble de votre événement sur les réseaux sociaux. Parce que tout simplement, ils veulent jouer au jeu que vous avez mis en place. Et ça va faire de la résonance. On le sait, on connaît les stratégies d'acquisition sur les réseaux sociaux et autres. On sait très bien que quand une entreprise publie quelque chose, le reach, il est diminué parce que forcément, les GAFA, ils veulent vous faire payer un max. Mais quand les informations viennent des individus personnels, alors à ce moment-là, c'est le reach, il est beaucoup plus grand. Donc en fait, il faut les faire participer. Et encore une fois, un jeune qui s'est inscrit à votre événement, forcément autour de lui, il a d'autres jeunes. Et si c'est un influenceur, vous le savez pas, si c'est un influenceur et que vous lui donnez en un clic la possibilité, parce qu'il rentre dans un jeu, parce qu'il y a cette gamification qui se fait, vous lui offrez la possibilité de partager cette information autour de lui, ça peut faire une résonance juste énorme. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à faire. Donc, voilà un petit exemple de l'expertise que nous apportons à nos clients et que vous devez absolument mettre en place à votre façon pour travailler votre base de données. La base de données de prospects, c'est pas juste quelque chose d'entrant, vous pouvez aussi les faire participer. Il faut les faire participer parce qu'en plus, ils vont trouver que votre école, elle est différente, elle est fun. Vous mettez des choses en place, etc. L'onboarding, et ça, c'est quelque chose qui est très souvent pas sous-estimé. L'onboarding d'un jeune, il ne commence pas le jour où il intègre l'école en septembre. L'onboarding du jeune, il a commencé bien en amont quand il a commencé le processus de recrutement avec vous, quand il a commencé à candidater, quand il a commencé à découvrir votre école. Et c'est ça qu'il faut arriver à rendre différent et plus attractif parce que forcément, ça va avoir de l'impact. Quand l'un jeune, il postule à 5, 10, 15 écoles, eh ben, il regarde, il voit, il est en capacité à comparer l'ensemble des processus. Si avec vous, il y a du jeu et qu'avec les autres, il n'y a pas, je vous assure que ça fera la différence. Donc ça, c'est important de mettre ce type d'action en place parce que ça va vraiment vous aider à tout simplement convertir beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, on arrive à une partie qui est super intéressante. Eh bien, c'est tout simplement le témoignage de Florent. Et vraiment, merci beaucoup, Florent. On est très, très content de t'avoir avec nous. Donc, qui est du coup en charge de la communication à l'école Junia, avec qui on échange depuis de nombreux mois sur cette thématique qui est l'acquisition, la transformation. Et je crois que c'était très, très intéressant, en fait, d'avoir vraiment un retour d'une école ici et de vraiment parler concret. Qu'est-ce que une personne comme vous, parce que toutes les personnes qui sont inscrites à ce webinaire, on est tous dans la recherche de la promotion, la recherche de la diffusion d'informations, comment on améliore nos processus de conversion, etc. On est tous sur ces thématiques-là. Et je crois que ce qui est bien, c'est de se rencontrer, d'échanger et de voir comment on peut d'ailleurs avancer ensemble. Parce que je ne crois pas à la concurrence. Il y a de nombreuses écoles, etc. On n'est pas, vous n'êtes pas tous concurrents. Vous êtes tous en fait sur cette même idée d'essayer de proposer aux jeunes la meilleure expérience. Et d'ailleurs, à ce sujet, petite parenthèse,
avec un groupe d'entrepreneurs de l'EdTech, on va très certainement prochainement mettre en place des sortes de tables rondes pour tout simplement réunir des responsables de promotion pour tout simplement, par petits groupes, travailler ensemble pendant 1 heure sur des sujets de compréhension ou des problématiques que l'on a qui peuvent peut-être, avec la multiplicité des cerveaux de différentes écoles, peut-être trouver une solution. Et voilà, donc on vous en reparlera en temps et en heure dès qu'on lance ce petit atelier. Mais en tout cas, bonjour Florent. Et merci d'être avec nous sur ce webinaire. Déjà, peut-être, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais chez Junia? Oui, bien sûr. Merci Yves d'abord pour cette introduction et bonjour à tous. Donc, pour commencer, déjà, je vais rendre un peu à César ce qui est à César. Donc, je suis Florent Bétournet, je suis actuellement chargé de la promotion principalement du programme Junia, mais spécifiquement HEI, puisque voilà, avant de commencer, il faut savoir que Junia est une nouvelle marque école qui est sortie en octobre dernier, qui représente du coup les 3 programmes HEI, SAICEN. Pour me présenter, voilà, cette année, on a été donc dans l'équipe en charge de cette promotion et on a rencontré un peu les mêmes enjeux que vous. Je pense pas m'avancer en disant que c'était une année très particulière sur laquelle il a fallu voilà, s'adapter, s'adapter vraiment de manière quotidienne, voire hebdomadaire. Voilà, on a vraiment du coup tenté de trouver des solutions pour répondre à tous ces enjeux, à tout ce qui nous est entre guillemets tombé dessus. Et c'est un peu le but de mon intervention aujourd'hui. Et c'est surtout aussi de partager, mais aussi de se questionner ensemble sur, voilà, finalement, est-ce qu'on a rencontré tous les mêmes problématiques? Est-ce qu'on a tous réagi de la même sorte, etc. Super, merci beaucoup. Déjà, je dis à tout le monde, si vous avez des questions que vous souhaitez poser à Florent, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on lui posera. Alors moi, j'en ai une première déjà. On a conscience de cette révolution qui a eu lieu avec la crise Covid. Ça a touché vraiment tout au niveau de l'éducation. Quels vont être les axes stratégiques chez Junia dans l'acquisition d'étudiants? Est-ce qu'il y a une refonte? Alors, justement, à ce sujet, on est d'ailleurs en ce moment même en pleine réflexion sur cette question parce que, comme vous le savez, je pense que c'est valable pour tout le monde également, on réfléchit un peu au dernier moment. On attend de voir déjà comment l'avenir déjà à court terme se profile. Là, actuellement, on est sur une réflexion où on pense et on va surtout essayer d'anticiper un peu tous les cas de figure liés à la Covid-19. Peut-être éviter finalement ce qui avait été plutôt fait l'an dernier, à savoir un plan A, un plan B, un plan C, selon les situations et selon l'évolution de la situation. Et on pense en tout cas tendre, comme tu l'as très bien dit Yves, sur une solution voilà, peut-être hybride finalement avec un plan double finalement d'action qui pourrait finalement correspondre à tous les cas de figure, à savoir un retour à une vie à peu près normale, comme voilà, en contexte d'une éventuellement 4e vague ou autre. On ne souhaite pas, bien sûr. Mais voilà, on tente vraiment de tendre vers une solution 100% hybride avec systématiquement voilà, du virtuel et du présentiel. Ok, très clair. Est-ce que vous avez senti une transition particulière au sein de l'école, Junia, dans l'approche que vous avez eue côté lycéen étudiant, parce que voilà, ça a été l'an dernier totalement différent avec la crise qu'on a vécue. Complètement. Nous, en plus, personnellement, on était vraiment voilà, très engagés dans les démarches en présentiel, notamment sur les salons auxquels on participait assez fréquemment. On avait vraiment, du coup, anticipé toute cette promotion comme si la Covid n'était pas là. Donc, il y avait énormément de présentiel qui était prévu. Seulement, bon, tous ces aspects-là ont été complètement effacés finalement et on a eu une évolution à la semaine, de semaine en semaine. Là où on a vécu vraiment la transition la plus violente, ça a été vraiment voilà, les choses inattendues comme fin octobre où finalement on a appris qu'on allait être reconfiné. Pour le coup, de cette année, on a fait un seul salon en présentiel qui d'ailleurs, à notre grand étonnement, avait très bien fonctionné, un salon début octobre. Où voilà, je pense qu'on a eu la chance de tomber sur des profils de gens prévoyants qui avaient anticipé justement le fait de vouloir participer à un salon de tôt dans l'année Parcoursup.
Et donc, la transition s'est vraiment faite finalement sur le digital. Et ce qu'on a pu observer, c'est vraiment cette tendance vis-à-vis de nos prospects à petit s'investir de plus en plus dans le digital. Et ce qu'on a vu, c'est vraiment voilà, de nouveaux réflexes qui se sont générés tout au long de l'année scolaire. Et on a remarqué qu'en fin voilà, des périodes de promotion, hein, plutôt courant mars, on avait vraiment voilà, des réflexes acquis de la part de nos prospects sur la façon voilà, de s'inscrire, de participer, d'interagir, etc. Et ça, clairement, on l'a vu la transition. D'accord, ok, très bien. Et en termes de conversion, est-ce que vous avez une adaptation particulière parce que globalement, vous avez très peu rencontré en physique les jeunes. Est-ce que vous avez senti qu'il était possible est-ce que vous avez converti des jeunes sans jamais les rencontrer? Enfin voilà, qu'est-ce que vous avez mis chez Junia en place concrètement durant cette période? Alors, oui, on a dû convaincre sans rencontrer forcément en présentiel les jeunes. C'était une obligation, hein, de toute façon. Ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment concrètement, c'est de créer très régulièrement des événements, pas forcément pour les inonder voilà, de choses comme classiquement on pouvait faire avec des salons, donc avec une récurrence telle, mais justement, c'était un peu une année test pour nous et de créer différents événements, différents types de formats d'événements, mais très réguliers. Je m'explique, par exemple, on a testé des lives, on a essayé également des formats un peu immersion virtuelle, donc des choses qui ne se faisaient pas encore, qu'on ne connaissait pas et qu'on ne maîtrisait pas. On a essayé aussi de proposer voilà, des visites virtuelles guidées, de faire aussi des événements autour de plutôt d'un format talks avec des étudiants, donc un peu en format table ronde. Voilà, et le but, c'était vraiment de proposer des actions très diverses avec un concept très différent tout au long de l'année. Et finalement, avec cette année-là, on a pu tester vraiment différentes solutions. On se rend compte que certains événements marchent mieux que d'autres. Alors, on pense que c'est lié à la fois à la période, on pense que c'est lié à l'adaptabilité de nos prospects envers ces outils, mais aussi en fonction de ce que finalement on a trouvé de pertinent. Super. Et alors, du coup, c'est vachement intéressant parce que par rapport à tout ce que vous avez essayé, quelle serait globalement l'action de conversion, enfin, le super tips qu'on pourrait donner aujourd'hui, qui a le plus d'impact pour Junia et que globalement toute école devrait essayer vraiment activement? Alors, là où on a eu peut-être de la chance, et attention, hein, je ne m'avance pas en disant qu'on a la solution miracle, hein, pas du tout. Non, Mais mais ça peut être une bonne piste de réflexion pour beaucoup d'écoles. oui, voilà, on a remarqué en tout cas une récurrence de la participation de certains étudiants dans nos procédés d'événements virtuels, ce qui confirme vraiment un réel intérêt envers nous. Et finalement, le fait d'avoir finalement diversifié les expériences auprès de nos jeunes en virtuel, en essayant de créer justement de nouvelles expériences utilisateurs, en ayant créé des présentations beaucoup plus dynamiques ou en tout cas participatives, ont finalement engagé quelque chose de leur part. Alors, je ne dis pas qu'on a complètement répondu à leur entente en termes d'interaction, puisque voilà, ça restait uniquement virtuel, mais on a vraiment, je pense, à travers cette diversification, réussi à les toucher et finalement les accrocher, les convertir. Je pense qu'en tout cas, pour nous, ça a été ce qui a marché. On se rend compte que c'est aussi c'est ce qui se passe dans beaucoup de boîtes, dans beaucoup de boîtes en B2C. C'est-à-dire qu'en fait, il faut multiplier les points d'impact, avoir cette diversification pour que en fait on devienne un peu indispensable. Donc en effet, c'est cette diversification qu'il faut avoir et que nous on est totalement d'accord et aligné avec ça et comprendre. Il faut pas avoir une seule ligne directrice pour dire on va toucher cette cible-là que de cette manière-là. En fait, les jeunes, ils veulent avoir de la redondance, de la récurrence, de l'info, mais de différents points de vue. Donc, très bien, ok. Et globalement, ma dernière question, après je vais regarder s'il y a peut-être des questions côté visiteurs. Comment est-ce que, alors ça a l'air de pas encore être totalement clair, vous avez l'air de mettre en place plusieurs scénarios, mais comment est-ce que là, aujourd'hui, si on devait partir aujourd'hui, comment est-ce que vous envisagez chez Junia l'année 2021-2022? Est-ce qu'il y a des priorités? Est-ce que voilà, là aujourd'hui, si on est tel quel aujourd'hui, comment vous vous positionnez pour l'année 2021-2022? Alors, je pense que nos priorités vont s'axer, attention, hein, rien n'est encore défini pour le moment, mais vont s'axer vraiment sur l'accessibilité. L'accessibilité, pourquoi? Donc, pour tout simplement répondre, et on est convaincu qu'il existe actuellement
beaucoup de jeunes qui ont été un peu victimes de l'orientation, victimes de la Covid, dans le sens où ils n'ont pas su entreprendre forcément les démarches pour voilà, rencontrer les écoles, les connecter, etc. Et finalement, se sont contentés de choses assez simples comme de la visite de page web ou peut-être éventuellement sur les réseaux sociaux. Et finalement, on voulait créer tout au long de l'année des points de rencontre en présentiel, si possible, bien sûr, mais surtout en virtuel. Ça peut passer par des hotlines, ce genre de choses, pour vraiment rassurer aussi les jeunes sur leur avenir. Parce qu'on se rend compte aussi que cette année, on est vraiment sur une notion de double cible. Hein. On va se retrouver avec des jeunes qui finalement ont voilà, un mode de consommation, comme tu le disais, Yves, très digital, avec voilà, une vraie volonté de s'intéresser par ces canaux-là. Et à côté, une cible parent qui, justement, elle a peur pour l'avenir de l'élève, qui forcément n'utilise pas du tout les mêmes canaux et qui pourtant a besoin aussi et intervient dans ce processus d'admission et de conversion. Donc voilà, on va essayer de se rendre accessible pour les deux parties en tout cas, oui, et essayer d'être le plus présent possible avec un calendrier forcément cohérent en attente par rapport au contexte et à l'actualité, bien sûr. C'est tout à fait judicieux, en effet, parce que c'est vrai qu'on a présenté initialement le persona lycéen étudiant, mais il y a aussi le persona parent. Et il est décideur aussi. D'ailleurs, j'ai vu une question à ce sujet. Bon, on y répondra à la fin. Mais en effet, c'est un point qui est très important, c'est que le persona parent a ses spécificités aussi. Et après, bon, j'ai pas d'études sur le sujet qui montrerait qui a le plus de pouvoir entre le parent ou le lycéen étudiant pour se positionner dans telle ou telle école. Mais mon intuition et mon hypothèse serait quand même que ça vient majoritairement quand même du lycéen étudiant. Donc, si on arrive à convaincre le lycéen étudiant, il donnera des indications à ses parents qui ensuite devront vérifier un peu la véracité des informations vérifiées par le jeune. Et donc, en effet, il faut séduire aussi les parents. Mais ça, c'est un sujet qui est vaste et large et qui nécessiterait un autre webinaire. Merci beaucoup, Florent. C'était très clair et c'était super d'avoir cette transparence côté Junia sur ce que vous faites, les retours concrets, ce qui marche, ce que vous avez testé. Et puis, du coup, on te souhaite beaucoup de succès. Reste avec nous, hein, on va continuer la présentation. Peut-être que tu en apprendras aussi beaucoup. On a maintenant le plaisir d'avoir avec nous Florence. Donc, on passe de Florent à Florence, qui est la directrice déléguée d'Oscar Campus CRM. Ce sont si vous les connaissez pas, c'est des spécialistes dans la conversion des prospects étudiants. Ils sont vraiment uniquement spécialisés là-dedans. Et elle va vous expliquer tout ça. Nous, on travaille avec eux depuis presque un an et on a vraiment pu constater que c'était des experts dans le domaine pour accompagner les écoles dans la conversion d'étudiants. C'était donc, je pense, normal de les inviter aujourd'hui pour qu'ils puissent vous présenter les bonnes pratiques, puisque ça fait des années qu'ils travaillent sur ce secteur, ils travaillent avec beaucoup d'écoles et donc du coup, ils ont un petit peu les bons conseils de ce qui peut marcher ou pas. Donc, je vais laisser la parole à Florence pour qu'elle nous présente justement les bons process CRM à absolument avoir au sein des écoles. Et pareil, si vous avez des questions sur ce qui touche le CRM, n'hésitez pas à lui poser les questions dans le chat et on posera ces questions à Florence et on espère qu'elle y répondra. Florence, merci Yves. Merci Yves et bonjour à tous et puis merci pour ton invitation. Donc, je vais essayer de vous donner quelques trucs et astuces pour maximiser la conversion de vos prospects en étudiants. Donc, tout d'abord, sachez que moi, je sévis dans le secteur depuis déjà 2005 à travers différentes expériences puisque j'ai d'abord été chef de projet sur un site dédié à l'orientation des étudiants. J'ai travaillé également en tant que consultante dans une agence créer des plans médias pour les écoles, notamment avec toutes ces notions héroïstes derrière sur les leads obtenus. Et je suis la personne qui a créé Oscar Campus CRM en 2007. Donc, mon objectif est vraiment d'accompagner nos clients dans cette professionnalisation du recrutement en se posant les questions et en suivant les bons indicateurs.
Donc tout d'abord, je voulais qu'on se remémore ce que l'on appelle CRM. Pourquoi? Parce que souvent, j'ai remarqué qu'on confond 2 dimensions du CRM, que sont la stratégie CRM et le logiciel CRM. Avant de penser logiciel, il est capital de penser stratégie, puisqu'un logiciel va simplement permettre d'accompagner la mise en œuvre de cette stratégie, mais ne va pas vous permettre de la définir. Donc avant tout, il faut se poser les questions de segmentation marketing et de dispositifs qu'on va souhaiter mettre en place sur nos contacts pour pouvoir accompagner leur transformation. Donc, ça va signifier quelles données collecter, par exemple, quel suivi on veut faire, avoir des objectifs intermédiaires entre le moment où on collecte le prospect et sa transformation. Une fois qu'on a ce plan stratégique qui est clairement défini et clairement rédigé, hein, je dis régulièrement à nos clients, écrivez votre stratégie, écrivez vos process. Alors tout le monde rigole parce qu'on est dans un monde ultra digitalisé, mais moi j'en reviens toujours au petit outil papier stylo parce que à un moment il faut en passer par là pour modéliser les choses. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a tout ça, on peut penser logiciel, mener en place des appels d'offres pour voir quel logiciel va correspondre au déploiement de cette stratégie pour pouvoir concorder en fait avec vos attentes. Voilà, mais n'oubliez jamais que ce logiciel ne va pas remplacer les choses. Il va permettre vraiment de mettre en place des choses de manière automatisée pour éviter les tâches chronophages et sans valeur ajoutée pour les équipes. Et les équipes vont du coup pouvoir faire d'autres choses, typiquement être plus proches des futurs étudiants avec pourquoi pas des opérations qui vont passer par la téléphonie du coup, etc. etc. Également, il ne faut pas confondre un logiciel CRM avec d'autres typologies d'outils que vont être l'ERP ou les outils de data mining. À chaque phase de notre recrutement, il y a un outil qui va correspondre en règle générale. Mais peu d'outils peuvent tout faire, hein. C'est là le rôle de vos services informatiques de pouvoir faire les liaisons entre chaque outil. Voilà. Notre vision, c'est qu'aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur, on a un processus de recrutement qu'on peut résumer en 4 étapes. La première étape, ça va vraiment être tout ce qui est collecte des contacts prospects. Donc, c'est ce qu'évoquait Yves tout à l'heure, la collecte via votre site, mais pas que, puisqu'il y a également d'autres outils qui vont pouvoir permettre cette collecte. Deuxième étape, la transformation des prospects en candidats, avec bien évidemment, bien souvent, le passage qu'on juge très, très, très héroïste, qui est la JPO, qui permet d'accompagner réellement la transformation. Troisième étape, ça va être toute la gestion de la phase de candidature. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de programmes passent par Parcoursup. Certains ne passent pas par Parcoursup. Donc, il faut jouer dans les établissements avec cette subtilité de Parcoursup, des concours internes qui viennent un petit peu mettre des grains de sable dans les rouages par moment. Dernière étape enfin, un jeune ne demande pas que des informations sur votre école et ne présente pas que votre école. Donc, il faut encore réussir à convertir nos admis en étudiants pour pouvoir gérer les inscriptions. Passé ce processus, on va partir sur la notion d'ERP avec tout le processus d'inscription, etc. Aujourd'hui, ce sont les 4 grandes phases qu'on voit. Bien évidemment, il n'y a pas de recette miracle. On l'a dit déjà précédemment, chaque école a son identité, chaque école a sa façon d'être, chaque école est très, très différente. Donc, c'est vraiment à chaque école de modéliser sa stratégie pour derrière pouvoir dérouler son recrutement et améliorer sa conversion. Nous, chez Oscar Campus CRM, ce qu'on observe, c'est qu'on a plusieurs écoles d'ingénieurs qui sont concurrentes ou plusieurs business schools qui sont concurrentes. Pourtant, nous n'avons pas 2 paramétrages similaires, nous n'avons pas 2 façons identiques de procéder. Chaque école a vraiment son identité. Donc, quelles données va-t-on collecter ? Donc, tout d'abord, pour répondre à Mélissa, je vais parler un petit peu du RGPD, qui est un règlement sur la protection des données personnelles, mais je pense que vous le savez tous. Donc, sur tout ce qui est collecte des données, ce qui va être très, très important, ça va être de préciser à la personne qu'on a en face dans quel but on collecte ces données. C'est-à-dire que si on écrit qu'on collecte les données pour envoyer une plaquette, on ne pourra pas envoyer d'invitation à des JPO. Il faut être
assez réglo là-dessus. Donc ensuite, c'est vraiment dans vos formulations et dans ce que vous allez mettre dans vos pages consacrées à la protection des données personnelles qu'il faut être vigilant et être clair, net et précis. Autre point, en général, ce qu'aime bien la CNIL, c'est qu'on précise également une durée de conservation des données. Par exemple, pour tout ce qui est données prospects, la recommandation est de garder les données au maximum 3 ans après la dernière interaction avec l'individu. Une interaction au sens de la CNIL, ça va être un clic sur un lien dans un email. Ça ne va pas être l'ouverture, attention, soyez vigilants là-dessus. Ça va être un contact physique à un salon ou un contact téléphonique. Voilà. Donc c'est vrai que dans des logiciels CRM comme ce qu'on édite, on a une alerte qui va permettre de détecter automatiquement ces contacts pour pouvoir les traiter si on le souhaite. Mais pour ne pas avoir de problème, ce qui va être vraiment très, très important également, c'est de bien déterminer quelles données on va collecter, que ce soit via notre site web, que ce soit via des landing pages, que ce soit via des salons, que ce soit via des événements virtuels. Donc là, c'est vraiment à vous de vous poser les questions en fonction de ce que vous voulez faire et surtout de bien garder en tête que lorsqu'ils sont prospects, on va pas non plus leur en demander trop, parce que si on leur demande trop, ça va avoir un effet répulsif. Donc, il faut vraiment collecter ce dont vous avez besoin pour pouvoir traiter ensuite ces prospects et leur envoyer, par exemple, une invitation à une journée porte ouverte, une invitation à un événement virtuel pour contribuer à la transformation. Donc, ça va par exemple être le code postal. Pourquoi un code postal? Parce que si on est une école basée dans la région de Lyon, inviter des Parisiens, ce n'est pas forcément pertinent pour un événement physique. Ça le sera en revanche pour un événement virtuel. Est-ce qu'on veut les coordonnées des parents pour axer sa communication sur cette cible? Est-ce qu'on veut du coup différencier la collecte sur ces deux typologies d'éléments? Est-ce qu'on a besoin de collecter un type de bac, par exemple? Voilà, donc ça, ce sont un petit peu toutes les questions à se poser pour savoir où vous mettez le curseur. Il n'y a malheureusement pas de recette magique, hein. C'est à vous de déterminer entre peu et beaucoup, où est-ce que vous allez vous situer. C'est vrai qu'aujourd'hui, juste collecter une adresse mail pour envoyer une newsletter, ça se fait de moins en moins parce qu'on ne sait pas si on a affaire à une entreprise, un parent, un étudiant, est-ce qu'il est en terminale, en bac plus de 3. Donc, on est dans un monde quand même qui attend de plus en plus de qualifications, sachant que des enquêtes démontrent que près de 70% des individus auxquels on s'adresse attendent derrière une communication personnalisée et pas une communication de masse vis-à-vis d'eux. Merci Florence, tu as répondu du coup à la question de Mélissa sur l'inscription à l'RGPD. Parfait. Voilà, donc ensuite, il y a une autre notion qui va être importante, ça va être la notion de statut, puisque au final, on recommence chaque année le même travail, mais chaque année, on a une évolution sur les contacts auxquels on s'adresse. Alors, je schématise bien évidemment, mais dans les grandes lignes, nous allons avoir un prospect qui va devenir candidat, qui va devenir admis, qui va devenir placé dans le cadre d'une formation en alternance, puis inscrit. Donc, ce schéma-là va être très, très important à définir. Il ne faut pas non plus trop le complexifier, hein. Mettre 5 à 8 étapes, c'est largement suffisant, mais il faut déterminer comment on va faire en sorte de passer d'un statut à un autre, quelles sont les informations qu'on va avoir besoin de collecter en complément. Tout à l'heure, on parlait de la collecte prospect, mais pour la collecte candidat, je vais avoir besoin d'informations complémentaires. Souvent, on va retrouver un numéro INE, par exemple, ou la collecte d'un CV, par exemple. Donc ça, ce sont des informations additionnelles qu'on va demander à notre contact petit à petit au cours de son évolution. Ce sera pareil avec le formulaire d'inscription à la fin. Voilà. Donc, je vous ai mis les questions à se poser. Comment favoriser le changement de statut? On sait souvent, par exemple, que la JPO va permettre de maximiser les candidatures. Donc, peut-être, à ce moment-là, scénariser votre communication pour, plutôt que de dire au prospect, voilà ma documentation, voilà mes dates de JPO, voilà mon dossier de candidature, avoir des messages plus ciblés pour dire, bonjour mon prospect, tu voulais la plaquette de telle formation, la voici, et lui envoyer une relance une semaine après pour lui dire, bonjour mon prospect, j'ai une JPO à telle date, souhaites-tu t'inscrire ou pas?
Et une fois la JPO déroulée, là, commencer à être plus agressif vis-à-vis de la candidature. C'est une idée, ce n'est pas une recette. Attention. Autre point, comment communiquer? Puisque on a perdu le PowerPoint. Merci Yves. Puisque donc, c'est ce que je disais, déterminer des objectifs entre chaque étape et surtout traiter les personnes en cohérence avec le processus qu'on a établi. Très souvent, ce qu'on observe, c'est qu'on reconvoque à des JPO des personnes qui sont déjà venues et qu'on ne différencie pas en termes de communication les personnes inscrites et venues et inscrites et non venues. Alors que là aussi, il y a des choses à faire pour rentrer du coup dans un funnel un petit peu plus optimal, au bon nom, au bon moment, à la bonne personne, ce qui est le principe d'une stratégie CRM. Toujours déterminer également l'action qu'on attend du contact. J'envoie un emailing par exemple, mais qu'est-ce que je veux que la personne fasse en face? Est-ce que je veux qu'elle télécharge un document? Est-ce que je veux qu'elle prenne contact avec moi? Est-ce que je veux la faire venir à un événement? Voilà, un emailing doit avoir vraiment un objectif ciblé et encore une fois, pas partir dans tous les sens. Et il faut bien sûr pas hésiter à jouer sur les différents supports qu'on a, email, SMS, courrier papier, téléphone. Là, c'est ensuite à vous de déterminer tout ça. C'est vrai que le courrier papier est aujourd'hui de moins en moins utilisé par les établissements. Est-ce pas là une occasion de se différencier? Encore une fois, je mets un gros point d'interrogation sur le sujet pour alimenter votre réflexion. On parlait tout à l'heure que les jeunes sont aujourd'hui mobile first. Donc, comment doser l'effet email, SMS sans que les personnes auxquelles on s'adresse prennent ça pour de l'intrusion? C'est aussi le risque quand on communique auprès de ses cibles, c'est d'être considéré comme quelqu'un qui envoie trop, qui en fait trop en permanence. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est toujours bien de savoir vraiment quel est l'objectif que l'on veut atteindre pour communiquer sur la bonne cible et pas en masse. Et l'automatisation, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, une question revient régulièrement. Comment automatiser tous ces processus? Comment scénariser tout ça? Donc tout ça, ça va se réfléchir avec l'outil merveilleux qui est le stylo, pour pouvoir vraiment poser les choses et toujours de la même façon en déterminant correctement sa cible et derrière en définissant ses objectifs et en choisissant de recibler ou non les individus. Par exemple, pour automatiser des processus de relance sur des journées portes ouvertes, on va pouvoir choisir de cibler que les personnes qui ont cliqué sur un lien ou que les personnes qui ont ouvert un email pour pouvoir leur envoyer le plan d'accès à l'établissement, par exemple, plutôt qu'à chaque fois de relancer et au final de nuire à sa propre réputation en termes d'ouverture des emailing. Sachant qu'il ne faut pas oublier que bien souvent, vous rencontrez des jeunes qui vous ont oublié 10 minutes après. On a un exemple assez rigolo en interne. J'ai recruté il y a quelques années un alternant. Il s'est trouvé dans la base d'un de nos clients et sa réaction a été de se dire: «Mais je les connais pas eux, je les ai jamais rencontrés». Donc on a pu lui prouver comment il avait rencontré l'école, mais l'école l'avait tellement harcelé d'emails qu'il s'est désinscrit des communications et qu'il les a complètement oubliés. Donc les automatisations, c'est bien, mais en amont, il faut déjà être capable d'avoir construit son cheminement et d'être sorti de l'emailing de masse. Suivre les statistiques et se remettre en question. Pourquoi? Parce qu'on est sur une cible assez compliquée, les 18-25 ans, qui évolue constamment. C'est vrai qu'on cherche, nous, depuis de nombreuses années, à identifier des comportements qui favoriseraient réellement la transformation, mais il n'y a malheureusement pas de potion magique pour ça. C'est vraiment la somme des actions que vous faites et l'intelligence que vous mettez dans votre stratégie qui va permettre de montrer la personnalité de votre établissement, sa philosophie
et de transformer. Donc, en synthèse, ce que je vous recommande aujourd'hui, c'est de bien cibler vos contacts dans vos communications sans faire systématiquement de la masse, de suivre l'efficacité de vos campagnes à travers des statistiques et surtout de ne pas hésiter à remettre en question vos process pour convaincre mieux. Parce que souvent, on décide de quelque chose, mais derrière, il ne faut pas hésiter à changer d'avis en fonction des résultats. Alors, c'est vrai que la crise du Covid a permis un petit peu de mettre tout ça sur le devant de la scène, parce qu'il a fallu être très, très agile pour pouvoir trouver les bonnes solutions pour réagir à tout ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que le pilotage, on le voit nous de notre côté, se fait de plus en plus en temps réel, avec la possibilité de se dire qu'on va axer davantage une campagne sur un programme en particulier plutôt que sur toute l'école pour pouvoir booster le recrutement dans ce programme en particulier. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Eh ben, merci beaucoup Florence pour ce contenu très très clair. C'est toujours intéressant de voir à quel point mettre en place un CRM et des process, ça peut changer tout de suite la conversion auprès des structures. Alors moi, je voulais juste finir par une synthèse de ce qu'on a pu voir ensemble depuis le début. Globalement, on est sur un marché ultra concurrentiel, plus de 17 000 formations rien que sur Parcoursup. J'espère que vous avez pris conscience de qui est votre persona. Les jeunes vivent principalement en zone rurale et ils sont très, très digital. Ils passent plus de 4h50 notamment par jour sur Internet. Maintenant, en ayant connaissance de votre persona, vous avez découvert des solutions qui sont parfaites pour toucher efficacement et convertir votre persona. Vous devez avoir globalement une solution pour virtualiser vos événements, capter de la base de données, ça c'est très très important, et surtout la travailler. Et on se rend compte qu'avoir un CRM, ça apporte justement cette touche d'apporter le bon contenu au bon moment, de manière très personnalisée et tout simplement faire rentrer vos jeunes dans des parcours utilisateurs qui vont faire que ils vont pas recevoir un email qui ne leur correspond absolument pas et qui vont justement donner cette impression d'être dans un email de masse et donc du coup dégradera forcément l'image de votre école. Mais surtout, en fait, la conclusion pour moi la plus importante, elle est en relation avec cette première citation d'Einstein, c'est que il faut changer. La période, elle est vraiment propice au changement et vous avez aujourd'hui désormais, je crois, toutes les cartes en main pour reprendre le contrôle de votre communication, de votre pipe de vente et vraiment, c'est ce qu'on désire le plus pour vous en 2021-2022. Et je voulais, pour ma dernière slide, finir sur cette citation que j'adore. L'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs de Kennedy. Aujourd'hui, on est vraiment dans un tournant et j'ai bien conscience qu'on ne peut pas être spécialiste en tout. C'est déjà un métier extrêmement dur que de trouver les bons moyens de former cette nouvelle génération. Et c'est ce que vous faites très bien d'ailleurs. Mais si vous souhaitez être accompagné par des experts dans le marketing digital pour l'année prochaine, n'hésitez pas à nous contacter. On peut vous faire des démonstrations de notre solution d'acquisition conversion et vous montrer à quel point ça peut être pour vous un game changer pour votre stratégie 2021-2022, voire plus. Donc voilà, la présentation arrive à sa fin. J'espère vraiment que vous avez, ça vous a apporté, ça vous a donné des pistes de réflexion qui permettra peut-être d'ajuster votre stratégie pour l'année prochaine. Alors on a dépassé le temps et votre temps, je pense, est très précieux. On a reçu quelques questions dans le chat. Ces questions-là, on va y répondre par email. On va vous recontacter par email et on va y répondre. Comme ça, on vous libère parce que j'imagine que votre agenda en cette période est aussi chargé. Mais je voulais vraiment finir et vous remercier tous d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. C'est pour nous un énorme plaisir de partager ça avec vous. Et j'aimerais remercier aussi toute l'équipe qui a été présente sur ce webinaire et qui a échangé avec vous sur le chat. Merci également à Florence d'Oscar Campus pour tes super conseils.
Et bien entendu, merci à Florent de Junia pour sa présence aujourd'hui avec nous et ses exemples concrets de ce qu'il a pu vivre avec son école. Voilà, je vous dis à tous à bientôt j'espère. On reste en contact et je vous souhaite à tous une excellente journée et très bon repas. Merci. Merci, bonne journée. Merci.